Bonjour. Encore une fois, c'est un grand plaisir de partager avec vous cette aventure que j'ai pu vivre. C'est un midi scientifique, mais je ne vais pas parler de science seulement. Parce qu'aller dans l'espace, il y a des objectifs scientifiques, il y en avait tout particulièrement pour... vous m'entendez derrière, ça va? Pour les réparations du télescope de Hubble, mais c'est finalement une immense aventure personnelle. Et c'est interagir avec une machine intimidante, la navette spatiale, avec des systèmes complexes, beaucoup d'entraînement. La grande leçon, c'est être préparé. Sitôt qu'on a une activité qui est une activité à risque et qui est difficile, il faut être préparé. Vous le savez, parce que dans le milieu hospitalier, c'est la même chose. Pour moi, j'ai eu un magnifique apprentissage en étant pilote militaire. On peut se dire, oui, voler un avion de chasse, c'est très différent de voler un engin spatial. Oui, c'est différent, les objectifs sont bien différents, mais il y avait aussi cette nécessité de préparation. Donc j'ai eu le privilège d'une formation scientifique en parallèle avec une formation opérationnelle, je dirais en tant que pilote des forces aériennes, qui était une magnifique conjugaison pour ensuite embrasser cette activité d'astronaute de l'Agence spatiale européenne. On pense souvent que j'étais un astronaute de la NASA parce que j'étais à Houston pendant 25 ans avec ma famille. Mais j'étais détaché de l'Agence spatiale européenne à Houston parce qu'en Europe, on n'a pas de moyens d'amener des astronautes et des cosmonautes dans l'espace. On emprunte des moyens qui sont fournis par les Russes, ce qui était le cas pour beaucoup de mes collègues, ou pour les Américains, ce qui était le cas pour moi. Alors, quelque part dans l'espace, ce ne sont pas seulement mes pas qui étaient des pas modestes finalement. Le 23 décembre 1999, lorsque j'ai accompli une sortie extravéhiculaire pour remplacer les instruments défectueux sur Hubble, mais ce n'est pas de l'humanité finalement. Ça a commencé avec le vol de Gagarine en avril 1961, dans ce climat de guerre froide. Il y a eu ensuite toute cette envolée vers l'espace, la réponse des Américains qui était le programme Apollo, qui est un programme magnifique. Et tout ça, c'était des pas de l'humanité pour, non pas conquérir l'espace, le terme de conquête de l'espace, je ne l'utilise pas, mais c'est pour explorer l'espace, c'est pour comprendre. Alors voilà, le mot pas dans l'espace a deux significations, les pas de l'humanité et puis mes modestes pas. Et les pas de l'humanité étaient des pas gigantesques. Rappelez-vous les mots de Neil Armstrong, "A small step for man, a giant leap for mankind". Le programme Apollo, on célèbre cette année, comme vous le savez, le 50e anniversaire d'Apollo 11, le premier alunissage. C'est un programme absolument splendide. Il n'y a pas de doute que c'était un bond de géant pour l'humanité, pas seulement du point de vue de la distance parcourue, 400 000 km, c'est pas très loin finalement à l'échelle du système solaire ou de la galaxie ou de l'univers, mais du point de vue de la signification profonde d'être humain, après environ 3 milliards d'années d'évolution de la vie sur cette planète, et qu'on en arrive à ce point où on est capable de faire des choses pareilles. C'était magnifique. Voilà, c'est une belle photo en arrière-plan. Je ne sais pas si on peut éteindre la lumière, en fait, il faut que ce soit le plus sombre possible, parce qu'il y aura des images encore plus sombres que celles-ci qui ressortiront mieux si la salle est totalement obscurcie. Voilà. Vous avez la navette spatiale qui s'approche de la Station spatiale internationale, photo prise en 2011, quand la navette était encore exploitée. Il faut imaginer depuis la station spatiale, vous voyez la navette qui s'approche lentement de vous, les deux évoluant en orbite terrestre à 28 000 km/h. Et ce n'est pas une vitesse qu'on peut choisir, on ne peut pas se dire, ouais, cette fois-ci on va aller un peu plus lentement. Pour rester en orbite autour de la Terre, ce sont les lois de la mécanique céleste, les lois de Newton, trouvées par Newton il y a plus de 300 ans. Donc on doit être très rapide. Il faut imaginer qu'à cette très grande vitesse, la navette s'approche lentement de la station spatiale. Et la photo a été prise juste après le coucher du soleil. Et comme on fait le tour de la Terre en 1h30, le lever et le coucher de soleil ne durent que 20 secondes environ. Alors, j'ai beaucoup d'admiration pour celui qui a pris cette photo depuis la station, parce qu'il fallait être prêt. Parce que quelques secondes avant, c'était le plein jour, le soleil était en dessus de l'horizon. Et très peu de temps après, c'était l'obscurité totale, c'était la nuit. Alors il fallait vraiment être prêt. Ici, les couchers de soleil, ça prend un temps fou. Enfin, un temps fou. On a plusieurs minutes pour prendre une belle photo avec les belles couleurs de coucher de soleil. Mais là, il fallait vraiment appuyer sur le déclencheur au bon moment. C'est une photo magnifique. Moi, elle me remplit d'émotions. Alors, je vais raconter 2 ou 3 choses sur moi-même, parce qu'il y a eu cette double passion pour, d'une part, le ciel. Toujours une passion pour le ciel. Depuis petit enfant, mes parents disaient toujours que je trébuchais sur les trottoirs parce que j'avais toujours le nez en l'air.
De nuit, c'était pour les étoiles, de jour, c'était pour les machines volantes. Mais j'ai toujours une passion pour le ciel. Alors, il y a des personnes qui disent, mais comment c'est possible, pourquoi? Je ne sais pas, c'est simplement venu de moi-même. J'avais une passion pour le ciel. J'avais définitivement l'intention de devenir un astronome ou astrophysicien, parce que c'était mon intérêt. Et puis, une passion pour les machines volantes aussi. Vous avez ici un Bucher Jungmann, qui est l'avion que j'ai volé dans les forces aériennes. Je suis devenu un pilote militaire en parallèle avec mon activité, non pas encore d'astronome, parce que c'était pendant mes études à Lausanne, physique à Lausanne et d'astrophysique à Genève. J'ai suivi une formation de pilote militaire. J'ai dû interrompre mes études pendant 2 ans pour devenir pilote militaire. Et puis le premier avion qu'on volait à Bagadino au Tessin, c'était un biplan à cockpit ouvert, le Bucher Jungmann. Alors, voilà mon activité professionnelle qui était d'astrophysicien pendant quelques années seulement. Après études de physique à Lausanne et d'astrophysique à Genève, beaucoup de séjours à l'observatoire de Gornograd, que vous voyez ici, un paysage magnifique, et un ciel qui était souvent absolument parfait pour l'astrophysique. Enfin, quand je dis souvent, c'est pas tout à fait exact. On avait de l'ordre de grandeur de 1 nuit sur 3 qui était utilisable. On devait avoir un ciel qui était absolument parfait sans nuages. Et on parlait souvent de beau temps pour les touristes. Quand il y a des cirrus dans le ciel, ça peut être beau pour les touristes, mais c'était pas bon pour nous. Mais c'était une activité extrêmement intéressante. On avait un relativement petit télescope, 40 cm de diamètre, mais un photomètre très puissant qui permettait d'analyser de façon très précise la distribution de l'intensité lumineuse dans le spectre des étoiles pour en tirer des conclusions sur les caractéristiques physiques des étoiles et sur leur évolution. Donc c'était un métier passionnant. Je me demandais pourquoi on était payé pour faire une chose pareille. C'était tellement extraordinaire. Et puis travailler dans un paysage de ce type. On allait également au Jungfraujoch, qui est un petit peu moins bon du point de vue météo, et au Chili pour faire le même travail dans l'hémisphère sud. Alors, comme j'ai dit, en parallèle, j'étais un pilote dans les forces aériennes, parce que j'avais cette passion pour l'aviation, parce que c'était au-dessus de l'horizon. J'ai été breveté en 1966, et j'ai volé le Venom à l'escadrille 6, ensuite le Hunter à l'escadrille 5 pendant 22 ans. J'ai volé le Hunter, et pour moi, c'était une passion, une véritable passion. Et cet avion est magnifique. J'ai toujours eu beaucoup d'émotion avec la beauté esthétique du Hawker Hunter, qui est un avion relativement classique, construit dans les années 50 en Angleterre. La Suisse en avait commandé 130 en tout, donc on avait une force aérienne qui était assez imposante. À l'époque de la guerre froide, disons, on se disait il faut être prêt pour le cas où. Voilà. J'ai adoré. Et encore une fois, je l'ai mentionné avant, et ça me paraît important, c'était l'apprentissage aussi de la nécessité d'être préparé pour des missions dans des machines où si on ne fait pas ce qu'il faut, on peut se planter, tout simplement. C'est dommage pour l'avion, c'est dommage pour nous aussi si on ne peut pas utiliser les sièges éjectables, qui était toujours une possibilité qu'on essayait d'éviter d'utiliser. Mais pour moi, c'est un magnifique apprentissage, la nécessité de la préparation pour des activités où il y a un risque, il y avait un risque certain. Et puis des missions difficiles aussi. On devait typiquement décoller du Tessin avec 4 avions, aller attaquer, simuler une attaque. Non, on devait faire une attaque, mais sur des buts simulés qui étaient des toiles jaunes dans la campagne, dans la région de Frauenfeld. Il fallait préparer sur la carte, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas d'aide à la navigation, il fallait avoir tout dans la tête, parce qu'on était à basse altitude dans la région des buts, et il fallait avoir ça dans la tête. Nécessité de la préparation dans une activité qui est difficile d'une part et où il y a un risque. C'était une petite étape vers l'espace finalement, une étape modeste parce qu'on reste encore dans l'atmosphère par définition si on est dans un avion, puis l'espace c'est ce qui est au-delà de l'atmosphère, mais du point de vue opérationnel, pour moi c'était une très bonne préparation. Et encore une fois, je l'ai dit avant, mais c'est important, il faut faire les choses correctement, sinon on risque de se planter tout simplement. C'est une machine qui évolue à 800 km à l'heure, relativement près du sol. On l'utilisait comme avion d'attaque au sol, on volait très souvent bas, il fallait faire attention. Bonne préparation pour l'espace. Vous voyez l'aile en flèche, l'aile du Hunter, tellement belle. Alors, j'ai été sélectionné dans le premier groupe des astronautes de l'Agence spatiale européenne en 1978. Il y a eu une invitation de la NASA après la fin du programme Apollo, qui était 72, Apollo 17, c'était en décembre 72. Les Américains réfléchissaient au prochain programme qu'ils allaient lancer. Ils ont décidé de lancer la navette spatiale et ils ont invité les Européens à participer à ce programme.
Et ils les ont invités également à proposer des astronautes, à les sélectionner en fonction de leurs critères, les critères de la NASA. Et c'est en 77 qu'il y a eu la première sélection, terminée en 78. Ont été choisis un Allemand, Merbold, un Néerlandais, Wubbo Ockels et moi-même. Alors là, j'ai mis sur les épaules de géants. Quand on est sélectionné comme astronaute, on pourrait croire qu'on est très fier parce qu'on est astronaute, mais on était tout petit. En fait. Les géants, c'était ceux qui avaient fait le programme Apollo. Et c'était absolument clair. La navette était un nouveau programme, qui était un programme pas facile. L'intention était de seulement rester en orbite terrestre, mais avec un engin extrêmement complexe. Mais ceux qui ont vraiment ouvert les portes de l'espace, bon, il y a eu Yuri Gagarin en 61, mais ensuite tout le programme Apollo. Et vous avez une très belle image de ceux qui sont des héros absolus pour moi. C'est les astronautes du vol Apollo 11, Neil Armstrong, Mike Collins et Buzz Aldrin. Neil Armstrong étant le premier homme à avoir marché sur la Lune. Donc il y a bientôt 50 ans, c'était la nuit du 20 au 21 juillet 1969. Sur les épaules de géants, et j'insiste là-dessus, c'était vraiment notre sentiment. Apollo 11, voilà ce qui s'est passé. Donc cette nuit du 20 au 21 juillet 69, photo de Buzz Aldrin, photo prise par Neil Armstrong, le module lunaire qui s'était posé sur la mer de la Tranquillité. Et vous vous rappelez peut-être de ces mots de Neil Armstrong, après s'être posé sur la mer de la Tranquillité, une approche extrêmement difficile et tendue. Houston, Tranquility Base here, the Eagle has landed. Magnifique. Ça, c'était l'aigle, the Eagle. Et une expérience de l'Université de Berne. Les Bernois sont très fiers parce qu'ils avaient une expérience qui avait été acceptée par la NASA pour capter les particules du vent solaire. Le Soleil rayonne dans le domaine des ondes visibles, bien sûr, mais également on voit un flux de particules. Ce flux n'est pas détectable sur Terre au niveau du sol parce qu'il est absorbé par l'atmosphère, mais sur la Lune, on a évidemment un impact direct de ce flux de particules. Vous avez le Soleil qui est en dehors de la photo à gauche. Et le rayonnement arrive sur cette plaque d'aluminium qui a été analysée ensuite à Berne, le professeur Geiss, pour déterminer la composition du vent solaire. Donc les Bernois ont des raisons d'être fiers. C'est un peu comme un drapeau suisse sur la Lune. Avant le drapeau américain même, ils devaient le mettre le plus tôt possible et puis le récupérer ensuite au dernier moment. Et puis, bon, je ne vais pas parler longtemps du programme Apollo parce qu'on n'a pas le temps, tout simplement. Il y aurait beaucoup à dire sur le programme Apollo, mais Apollo 13, c'était aussi une mission extraordinaire. En route vers la Lune, et relativement près de la Lune, bang, explosion dans le module de commande d'Apollo, la capsule d'Apollo, il y avait 3 personnes, explosion d'un réservoir d'oxygène, à la suite d'une étincelle dans le réservoir d'oxygène, et puis ça, il a explosé. Et puis, bon, là, c'est une autre citation d'un astronaute. Environ 30 secondes après, le commandant Jim Lovell, Houston, we have a problem. Au lieu de s'exciter et puis de crier et de pleurer, non, tout reste calme. Houston, we have a problem. C'est cette magnifique action de la salle de contrôle à Houston sous la direction de Gene Kranz, qui était le directeur de vol, qui a rassemblé tout son personnel et puis qui a dit we are going to save the crew. Failure is not an option. L'échec n'est pas une option. Et c'est vraiment... moi, j'ai toujours été impressionné. J'ai eu plusieurs directeurs de vol. Bon, j'en ai eu 4 pour mes 4 missions, mais j'ai toujours été impressionné par la qualité technique, opérationnelle et puis humaine de ces directeurs de vol. C'est eux qui ont la responsabilité de la mission. Pour chaque mission navette, comme celle auquel j'ai participé, le chef, il était au sol, c'était le directeur de vol. C'était plus Gene Kranz, mais j'ai retrouvé ce type de personnalité, en même temps énormément de gentillesse et de respect mutuel entre l'équipe de contrôle et puis l'équipage, et puis beaucoup de talent technique et opérationnel. Gene Kranz, failure is not an option. Alors après la fin du programme Apollo, j'ai déjà mentionné, la NASA a lancé le programme Navette. L'idée était d'avoir un engin spatial réutilisable pour atteindre l'orbite terrestre basse seulement, c'est-à-dire quelques centaines de kilomètres au-dessus de la surface de la Terre, pour amener des satellites, des télescopes, pour finalement assembler la Station spatiale internationale. Mais c'était uniquement contraint à l'orbite terrestre basse. Il ne s'agissait pas de retourner vers la Lune. L'objectif d'Apollo était largement réalisé de toute façon.
L'objectif principal d'Apollo, c'était battre les soviétiques. Et c'était accompli en juillet 69 déjà. Il y a eu plusieurs autres missions qui ont suivi, mais il n'y avait pas de raison de continuer au-delà d'Apollo 17. Le prochain programme était navette. Alors il y a eu en tout, LEO c'est pour Low Earth Orbit, c'est pas le Lion. C'était le domaine de voyage de la navette, c'était LEO, Low Earth Orbit. On a eu en 30 ans 135 missions de la navette avec 4 navettes différentes. Étonnante performance et capacité, mais cher et d'un niveau de sécurité discutable. Ça coûtait beaucoup plus cher chaque vol navette que ce qu'on avait escompté, bien que réutilisable, ça coûtait cher à cause de la maintenance entre les vols. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris, ce n'était pas prévu, mais les Américains l'ont appris. Et puis, bon, il y a eu le niveau de sécurité discutable, parce que 2 accidents majeurs sur 135 missions, ce n'est pas très satisfaisant, je dirais. Et finalement, il y a 14 de nos collègues, c'est chaque fois 7 personnes à bord qui sont parvenues. Et nous étions 140 à l'entraînement sur la navette à Houston, de l'ordre de 140 à 160. Et 14 ne sont pas revenus, donc ça fait pas loin de 10%. Donc la sécurité de la navette était vraiment très discutable. Mais quand ça marchait, c'était fabuleux. Mais encore une fois, ils ont pris le risque. Les Américains ont cette tendance d'être courageux, de prendre des directions. Apollo, c'était une direction très courageuse qu'ils ont pris, ça a marché. La navette, c'était très courageux aussi, ça a relativement bien marché, mais le programme a été manifestement assombri par ces 2 accidents, Challenger en 86 et Columbia en 2003. Mais 2 aspects extrêmement positifs de la navette, c'est que ça a permis le programme de Hubble, dont je parlerai dans un instant, le télescope spatial, et la Station spatiale internationale. Alors oui, bon, vous l'avez déjà vu en fait, mais je vous le montre encore une fois, c'est le départ de la navette. Je ne sais pas si le son va marcher, vous l'entendrez un peu discrètement dans le coin à gauche. Mais c'est le lancement de la navette. Vous assisterez à la dernière minute du compte à rebours, l'allumage des moteurs à hydrogène. On a 3 moteurs à hydrogène qui sont des moteurs verts. Ils fabriquent de l'eau et de la poussée. 1,5 tonne d'eau à la seconde et à peu près 1000 tonnes de poussée. Ils utilisent le contenu de ce grand réservoir qui contient l'oxygène et l'hydrogène liquide pour la montée en orbite. Mais il n'y a pas de raison d'avoir mauvaise conscience, c'est des moteurs totalement verts qui fabriquent de l'eau et de la poussée. Par contre, la poussée n'est pas suffisante, on a besoin de 2 fusées d'appoint à combustible solide qui, elles, ne sont pas complètement vertes. Voilà. Et qui sont séparées après 2 minutes. Vous verrez les 2 premières minutes de la montée jusqu'à la séparation de ces fusées qui tombaient de l'océan Atlantique, qui étaient récupérées par des bateaux et réutilisées après. Alors allons-y, bien que vous l'ayez déjà vu un peu, mais il faut pas faire trop de bruit dans la salle parce que le son sera un peu discret de ce côté-là. Est-ce qu'on va l'entendre? Ouais, on entend un peu. 90 seconds. On a 7 membres d'équipage dans la cabine ici, les pieds en l'air, c'est clair, parce qu'on est assis comme vous l'êtes pour l'atterrissage, mais au décollage, on est à 90 degrés près, donc on a les pieds en l'air. On enlève un couvercle qui est sur le réservoir extérieur. Il ne faut pas oublier de l'enlever avant le départ. Mais ça n'a jamais été oublié. Ça, c'est la salle de contrôle où le directeur de vol vérifie que tous les contrôleurs sont prêts. Parce que chaque contrôleur dans la salle de contrôle a la surveillance d'un système. Ils reçoivent toutes les données par télémétrie. Non seulement au sol, mais pendant la mission elle-même également. Ça, go for auto sequence start. Vous voyez les 3 moteurs à hydrogène, on contrôle leur débattement parce qu'ils doivent évidemment être capables de contrôler la trajectoire pendant la montée. Go for auto sequence start, ça signifie que c'est les ordinateurs internes de la navette qui prennent le contrôle du compte à rebours pour les dernières 30 secondes. Ça, c'est un petit peu comme ça à ce moment-là, je peux vous dire. Donc 7 personnes à bord ici. On a l'allumage des moteurs à hydrogène, tout d'abord, 6 secondes avant le départ. Et là, on a l'allumage des boosters ou T 0. Bang! Et là, c'est comme un grand coup de pied au derrière, il faut dire. Et c'est le début de la montée. Une manœuvre de roulis pour se mettre dans le plan de l'orbite. Il faut que le plan des ailes soit perpendiculaire au plan de l'orbite. Donc on va faire ce manœuvre de roulis. Pas beaucoup d'accélération au départ, on a seulement 1 G et demi au départ. On s'imagine souvent que, parce qu'on a lu Tintin, on a marché sur la Lune, où ils perdent connaissance au départ, mais là on ne perd pas connaissance. Et il y a seulement 1 G et demi parce qu'on est tellement lourd
que malgré la grande poussée, le rapport poussée-poids n'est pas tellement grand finalement. C'est à la fin de la montée qu'on a beaucoup de G, parce qu'on est beaucoup plus léger, on a toujours les 3 moteurs à hydrogène. On avait 3 G à la fin de la montée et seulement 1,5 au départ. La montée dure seulement 8 minutes et demie. On pense souvent que l'espace est très loin, qu'il faut des heures ou des jours pour y arriver, mais on ne mettait que 8 minutes et demie pour arriver dans l'espace. L'espace est tout près. Si vous levez le bras, vous n'êtes pas tout à fait dans l'espace, mais pas loin. On est la tête en bas, mais c'est pas grave. On ne se rend même pas compte, en fait, on a la tête en bas. Là, on va avoir la séparation des fusées solides. Ça, c'est 2 minutes après le départ. C'est vraiment cool. Hein. Alors après la séparation des fusées solides, on continue la montée pendant 6 minutes et demie, puis on a cette transition intéressante de 3G à 0G, Main Engine Cutoff, 28 000 km/h ou 8 km par seconde. Et c'est un moment qui est assez impressionnant, je peux vous dire, surtout la première fois, lors de la première mission. Tout à coup, il y a tout qui flotte, n'est-ce pas? Le crayon, le notebook, et tout flotte. Bon, les crayons, on était informés, donc on les attachait avec une ficelle et tout, mais c'est un environnement complètement différent. L'absence de pesanteur, c'est un environnement qui est intimidant, qui n'est pas très agréable les premières heures. On s'habitue, dès le premier jour, dès le deuxième jour de la mission, on apprécie beaucoup. Je trouvais vraiment un environnement très, très plaisant, mais les premières heures, c'est pas idéal. On a aussi des nausées, en fait, un peu comme le mal de mer. Donc, remplit parfois les cornets. C'est intéressant parce qu'on avait des tâches extrêmement importantes à faire. Il fallait, par exemple, charger les ordinateurs de bord avec le logiciel pour la phase orbitale. C'est des ordinateurs très modestes, ils n'avaient pas tout le software pour toute la mission. Et c'était une phase critique. Imaginez qu'on n'arrive pas à charger les ordinateurs avec le software pour la phase orbitale et encore moins pour la rentrée. Et puis, on faisait ça, mais... C'était pas facile. J'imaginais souvent les gens au sol qui se disaient « Ah voilà, on ne voit pas depuis le sol la navette 8 minutes après le départ, elle a dépassé l'horizon, mais on entend très bien « Ah voilà, maintenant, Main Engine Cutoff, ils sont dans l'espace. » Et puis les gens se disent « Ah voilà, ils sont tellement heureux. » Et puis la maman dit « Ah mais c'est là où mon petit voulait toujours être. » Et puis elle ne se rend pas compte qu'il est en train de remplir les cornets. mais on savait que ça ne durait que peu de temps, dans une phase d'adaptation qui ne dure que quelques heures. Et le lendemain, il y a 90 chances sur 100 que tout se passe bien le lendemain. Puis le surlendemain, c'est absolument sûr que tout va bien. Mais les premières heures sont un peu difficiles. Belle image prise par un petit satellite qui avait été déployé de la soute de la navette. La navette s'était éloignée de quelques centaines de mètres. Et il y avait des caméras dans ce satellite. Les astronautes ont pris un selfie d'eux-mêmes, si on peut dire. Mais c'était une caméra non digitale, donc ils ont dû récupérer le satellite pour récupérer le film. Mais c'est une belle photo. C'est comme un avion qui vole avec 90 degrés d'angle d'attaque, en fait, suivi par le satellite. Ça, c'est une photo extraordinaire aussi. C'était la place de travail pendant typiquement 10 jours de mission de la navette. C'est le cockpit de la navette. Et l'immense progrès qu'avaient fait les Américains, c'était d'avoir un environnement de travail qui était comme le cockpit d'un avion de ligne moderne. C'est comme le cockpit d'un Airbus 380 ou d'un Boeing 777, avec la place du commandant pour la montée et du copilote pour la descente. Commande des rotations de la navette, commande des translations avec ce petit champignon à gauche. Vraiment un environnement extraordinaire à côté des capsules qui sont toujours et encore utilisées par les Russes, qui sont très fiables, mais on est serré comme ça dans la capsule. Là, c'est un grand volume, et puis surtout une technologie de contrôle absolument extraordinaire. Donc vraiment, ça, vous avez les claviers pour entrer des données dans les ordinateurs de bord. C'était la place de travail pendant 10 jours, 12 jours, maximum 15 jours, durée des vols de la navette. Alors là, il y a une jolie photo du survol de l'hôpital de Morges, ou presque, par la navette. Vous voyez le lac Léman ici, le Jura, le lac de Joux, et puis j'ai mis un cercle sur l'hôpital de Morges. À 28 000 km/h et à une altitude de 400 km. Alors vous me direz, qui a pris cette photo? C'est comme la photo de titre que j'ai montrée au départ, c'est pris de la Station Spatiale Internationale. C'était avant l'arrimage de la navette avec la station.
Après l'accident de Columbia, qui était fatal à cause de dommages à la protection thermique de la navette, depuis ce vol qui était en 2005, piloté par une femme d'ailleurs, Eileen Collins, était commandante de la navette. La navette était stationnée à quelques centaines de mètres en dessous de la station et puis faisait de pitch maneuver de façon à exposer aux caméras des astronautes dans la station toute la protection thermique pour vérifier qu'elle était intègre et pas endommagée. Et puis imaginez, donc on est à 28 000 km/h en dessous du Jura, très près de la verticale de l'hôpital de Morges, et 25 secondes plus tard, on est sur Zurich. Et puis vous avez vu que la navette, entre-temps, a fait ce mouvement parce qu'elle faisait ce pitch maneuver pour exposer toute la protection thermique aux caméras des astronautes dans la station. On voit d'ailleurs que toutes les tuiles, il y en avait 30 000 en tout, qui sont grises, c'est celles qui ont déjà vécu des rentrées dans l'atmosphère. Les noires sont des tuiles qui ont été rajoutées après parce qu'elles étaient endommagées. Donc il y avait beaucoup de travail de maintenance. En partie, ça a expliqué les coûts d'exploitation de la navette, la protection thermique qui devait être toujours maintenue en bonne condition. Alors vous voyez, Zurich, l'aéroport de Zurich, le lac de Zug, Lucerne, Hallwilersee, Baldeckersee, Sempachersee, donc c'est la région de Zurich. Et j'ai mentionné que la Station spatiale internationale était presque entièrement assemblée entre 1999 et 2011. 2011, c'était l'arrêt des vols navettes par la station. Donc on voit ce grand assemblage de modules. Il y a des modules russes amenés par une fusée russe Proton. Tous les autres éléments, donc à peu près 90% amenés par la navette. Une grande barre transversale, des panneaux solaires. Et il y a 15 nations qui coopèrent à ce programme. Les États-Unis, la Russie, le Canada, le Japon, et 11 pays membres de l'Agence spatiale européenne. Vous avez les astronautes qui sont dans la station maintenant, ils sont généralement au nombre de 6. Et vous avez tous les pays qui coopèrent. Et on a 3 Américains, respectivement 2 Américaines et 1 Américain. On a 2 Russes et un Canadien. Et il y a eu des Européens, Thomas Pesquet, français, qui représentaient l'Agence spatiale européenne. Alexander Gerst, c'était l'année dernière, un Allemand, représentant l'ESA aussi. Ils font du travail scientifique dans la station, essentiellement dans le domaine de la physique de la microgravité. Et ces 3 sont arrivés jeudi dernier. Ceux-là étaient dans la station avant les 3 derniers mois. Il y en avait seulement 3 dans la station, ceux-là, et ceux-là les ont rejoints jeudi dernier. Donc c'est très récent. Et dans 2 semaines, on va avoir une sortie extravéhiculaire. Ce sera une première de 2 femmes. Koch, elle s'appelle McClain, et Koch qui vient d'arriver il y a moins d'une semaine. Les 2 vont faire une sortie extravéhiculaire de 2 femmes. Ce sera contrôlé depuis Houston par un directeur de vol qui sera une femme également. Donc, non, les femmes sont très présentes dans le programme spatial américain. Vraiment très présentes. Un peu moins dans le programme russe, mais très présentes dans le programme américain. Alors voilà une photo prise il y a quelques jours seulement. C'était la conférence de presse après l'arrivée de ces 3 qui venaient d'arriver. Et puis ça, c'était les 3 qui étaient là depuis quelques mois déjà. Et puis il y a toujours dans la station une photo de Yuri Gagarin qui est là, avec une colombe. Parce que l'idée qu'on va dans l'espace, c'est pour la paix, c'est pour le travail en commun, c'est la coopération. C'est le cas maintenant. Avant, c'était la guerre froide, mais c'est le cas maintenant. Et puis ça, c'est Korolev, qui est le grand ingénieur de tous les systèmes spatiaux russes. Donc, on honore ces 2 personnes dans la station. Alors moi, plus modestement, j'ai fait ces 4 missions dans l'espace avec la navette spatiale depuis 92 jusqu'à 99, comme déjà mentionné. En tout, 43 jours, 8 jours, 12 jours, 15 jours et 8 jours. Ces 2 missions, la numéro 2 et numéro 4, avaient pour objectif des travaux de réparation du télescope Hubble. Alors mon premier vol, après des années d'entraînement et d'activité à Houston, finalement je suis arrivé en 80 à Houston avec ma famille. Mon premier vol était en 92, retardé considérablement à cause de l'accident de Challenger. Et voilà l'équipage, Lauren Shriver, le commandant. Nous étions 7 à bord, comme toujours. Il y avait une femme à bord, Marsha Ivins, une américaine. Cette photo a été prise non pas dans un studio au sol, mais dans l'espace. Vous pouvez voir ses cheveux. Pour moi, ce n'est pas un problème, mais enfin, c'est jamais un problème. Mais il se révèle que les longs cheveux, ils prennent les directions, toutes les directions possibles. On avait une plateforme Eureka qu'on a déployée avec le bras robotique, c'était une de mes tâches, et puis un captif satellite au bout d'un câble. On voulait tester la possibilité de créer de l'énergie électrique dans l'espace sans utiliser de panneaux solaires par l'effet d'induction. Vous savez tout ce que c'est que l'induction. Si on déplace un conducteur électrique rapidement dans un champ magnétique, on crée une force électromotrice, donc
Si la résistance n'est pas trop grande, eh bien, on a un courant qui passe, donc de l'énergie électrique. On a testé ça, ça n'a pas bien marché, mais Eureka a bien marché. Première mission, quelques photos prises pendant cette mission, le commandant qui consomme des M&M's dans l'espace. Une jolie photo de 2 de mes collègues, je connaissais bien mes 6 autres collègues, nous étions 7, mais je n'arrive pas à les reconnaître ici. Mais cette photo a été prise pendant la première mission et ils observent la Terre par les fenêtres frontales du cockpit. Et vous voyez que les pieds sont au plafond, il y a beaucoup d'interrupteurs, mais tous les interrupteurs sont protégés par des boucles métalliques, de façon à éviter le changement de position de l'interrupteur, dont certains sont très critiques avec les pieds au plafond. Mais imaginez si on coupait la gravité ici, vous pourriez mettre les pieds au plafond aussi, bon, il n'y a pas d'interrupteur, ou bien les pieds qu'on n'a pas au latéral, traverser la pièce en quelques secondes seulement. Donc c'est un environnement très plaisant, mais seulement après les premières heures d'accoutumance, qui ne sont pas les plus plaisantes. Tout le plan de travail est divisé en tranches de 24 heures, parce qu'on sait que les êtres humains travaillent assez bien avec ces rythmes de 24 heures. On le reproduit dans l'espace. C'est clair qu'en 24 heures, on fait 16 fois le tour de la Terre. Et on avait typiquement une journée de travail de 12 à 13 heures. Donc on faisait 8 fois le tour de la Terre. C'était jour-nuit, 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 jour-nuit. Puis on avait 1h30 de libre à la fin de la journée pour le repas du soir et se brosser les dents. Écouter un peu de musique. Et puis on accrochait son sac de couchage sur la paroi latérale au plafond. On dormait 6 à 7 heures, réveillé par la musique de Houston, musique choisie toujours par les familles des membres d'équipage à bord. Et je me rappelle avoir été réveillé une fois le jour de ma sortie extravéhiculaire, le 23 décembre 1999, réveillé par de la musique folklorique suisse, c'était du Schweitzer Hörgeli de Grindelwald. Juste pour vous parler un peu des aspects humains en fait. C'est un programme qui est profondément humain, et il faut bien le comprendre. Alors, 2 de mes missions, la numéro 2 et numéro 4, avaient pour objectif des visites du télescope Hubble. Un télescope en orbite autour de la Terre, qui est une position idéale pour un télescope, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère entre le télescope et les objets étudiés, donc on a des images parfaites. On devait avoir des images parfaites. Il se révèle qu'au début, ça n'a pas été le cas. En orbite autour de la Terre, avec une possibilité de le visiter avec la navette spatiale. On ne peut plus le visiter, il fonctionne toujours bien maintenant, mais on ne peut plus le visiter parce qu'il fallait la navette spatiale. Et en fait, on l'a visité en tout 5 fois pour le sauver, en fait, parce qu'au début, il ne marchait vraiment pas bien. Voilà l'intérieur du télescope Hubble. C'est un peu comme un télescope terrestre, dans le sens qu'on a un miroir principal, un miroir secondaire, instrument scientifique derrière le miroir principal. Puis comme c'est dans l'espace, eh bien, on a des panneaux solaires pour l'énergie électrique, on a des antennes pour commander le télescope depuis une salle de contrôle à Greenbelt, Maryland, et pour recevoir les données scientifiques. Alors voilà le miroir principal, 2,40 m de diamètre. Vous savez peut-être que le miroir d'un télescope astronomique doit être taillé avec une très très grande précision. La précision doit être meilleure que la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est 0,5 microns. C'est la moitié d'un millième de millimètre. Et en fait, ils se sont trompés. Dans la référence utilisée pour la taille du miroir, le miroir est tout petit peu trop plat. On ne s'en est pas rendu compte. Le télescope a été mis en orbite par la navette en mai 1990. Le bras robotique vient de le larguer. C'était le grand espoir des astronomes qui allaient avoir l'instrument scientifique ultime pour l'observation des objets proches ou lointains dans l'univers. Et en fait, on avait de l'aberration de sphéricité. Vous savez tous ce que c'est, mais je le rappelle. Si vous avez un faisceau parallèle sur une lentille ou bien un miroir, en principe, les faisceaux convergent au point du foyer, qui est le même que les rayons soient loin du centre ou près du centre de la lentille. Si vous avez l'aberration de sphéricité, le foyer pour les rayons qui sont près de la périphérie de la lentille ou du miroir, le foyer est là, et puis pour les rayons intérieurs, tous parallèles, eh bien le foyer est à un autre endroit. Donc il n'y a aucun endroit ici où vous allez mettre votre matrice CCD où vous aurez une image nette. Et c'est ça dont souffrait le miroir du télescope Hubble. Il était trop plat de 2 microns à la périphérie d'un disque de 2,40 m de diamètre. 2 microns, c'est négligeable mécaniquement, optiquement, c'est inacceptable. C'est 4 fois la longueur d'onde. Les images étaient floues. Alors, croyez-moi, la NASA, elle a passé des mauvais moments là, parce que, bon, d'une part, il y avait des gens extrêmement irrités au Congrès. C'était un télescope de 2 milliards de dollars qui avait été mis en orbite. Et puis, pour les cartoonistes, c'était un rêve, évidemment, parce qu'ils ont pu se moquer de la NASA. Ça, c'est l'équipe du design optique du télescope de Hubble, vous voyez qu'ils ne sont pas très brillants.
Il y en a qui tournent le dos même. Et puis ils ne sont même pas capables de mettre le panneau à l'endroit, ils le mettent à l'envers. Donc c'était des jours difficiles pour la NASA. J'étais déjà à Houston, je me rappelle, ce printemps de 1990, ce n'était pas une belle période pour la NASA. Mais la NASA a toujours cette capacité de dire on a fait une erreur, on va suivre, on va continuer dans la direction qu'on avait fixée au départ, on va seulement corriger. Alors, il y a eu en tout 5 missions de réparation et de maintenance de Hubble. SM pour Servicing Mission 1, 2, 3, 4, 5. Pardon, 1, 2, 3, 4, 5, oui. Seulement 3 a été divisé en 2, 3 et 3B. Et j'ai fait partie de la première et la troisième. Donc c'était prévu dès le départ d'avoir la possibilité de visiter le télescope, faire des travaux de réparation ou d'amélioration du télescope. Alors, pour moi, la grande chance d'être sélectionné comme astrophysicien qui était devenu astronaute, d'être choisi comme un des membres d'équipage pour aller visiter Hubble, pour le sauver finalement. Il s'agissait d'installer un correcteur d'optique 3 ans et demi après sa mise en orbite pour le rendre utilisable. Et voilà l'équipage qui avait été choisi. Encore une fois, pour moi, un immense privilège. Dick Cavil, commandant, Jeff Hoffman, Tom Akers, Katie Thornton, une femme à bord aussi. Ken Bowersox, Story Musgrave, qui était l'astronaute le plus expérimenté de la NASA à l'époque. Et pour moi, quel honneur de me trouver à sa gauche. Alors on s'est mis au travail, on s'est entraîné pendant une année, un peu plus d'une année, jusqu'à fin 93. Un entraînement vraiment intense. On n'avait jamais fait ça, des travaux de réparation significatifs sur un instrument scientifique complexe dans l'environnement spatial n'avaient jamais été faits. Mais on était bien préparés. Encore une fois, le secret, c'est la préparation. Vraiment, on était préparés. Et puis, 3 jours avant le lancement, on a été de Houston à Kennedy Space Center. On a passé les dernières nuits dans le logement des équipages en Floride. Et puis, à 1h30 du matin, le 2 décembre, on nous a amené avec un petit bus vers la rampe de lancement. Vous pouvez vous imaginer la gorge serrée qu'on a. Et puis, ils nous disent « Go fix Hubble now !» Et c'est vraiment un moment impressionnant. Le vaisseau spatial est illuminé par des projecteurs. Vous montez avec un ascenseur, vous passez sur le pont, vous allez dans le White Room, vous faites les derniers préparatifs avant de vous mettre en place dans la cabine avec les pieds en l'air. Et il faut partir à l'heure aussi, parce qu'il faut imaginer la Terre qui tourne avec Kennedy Space Center, vous avez l'orbite de Hubble. Il faut partir quand la rampe de lancement est dans le plan de l'orbite de la cible. Vous vous mettez sur une orbite qui est coplanaire par rapport à l'orbite de la cible pour que le rendez-vous soit à 2 dimensions et pas à 3 dimensions. Vous comprenez ce que je veux dire là? Non, c'est vrai, on veut travailler dans un seul plan. Donc voilà, on part à 4h26 du matin, c'était ce qui était prévu, on est parti à l'heure. Il a fallu vraiment se lever tôt ce jour-là, cette nuit-là, je peux vous dire. Et puis les 7 personnes à bord ici, départ de nuit. Et on a mis 2 jours pour faire le rendez-vous avec Hubble, trouver Hubble, l'installer dans la soute. C'était une de mes tâches comme opérateur du bras robotique. Ça, c'est la place de travail du bras robotique pour le commande du bras robotique à l'arrière du cockpit. Et une des activités importantes, c'était l'installation de ce qu'on appelait COSTAR, Corrective Optics Space Telescope Axle Replacement. C'était l'instrument de correction d'optique du miroir principal. On ne pouvait pas changer le miroir principal, mais installer un système de plusieurs miroirs qui allait intercepter le faisceau optique et puis corriger le défaut de taille du miroir principal. Alors ça, c'est Katie Thornton, la femme à bord, et Tom Akers, qui installent COSTAR. C'était une étape importante de nos travaux de réparation. On avait 5 sorties extravéhiculaires en tout. Ça, c'est l'une des 5. Et ça, c'était la dernière. Magnifique. C'est au-dessus de l'Australie, à 600 km. Vous avez l'Antarctique à l'arrière-plan. Le télescope, je commande le bras robotique. Ça, c'est Story Musgrave avec des outils. En sortie extravéhiculaire avec Jeff Hoffman. Donc, toujours à 2, les sorties extravéhiculaires. Avec le moyen de support vie qui nous donne à peu près 8h30 d'autonomie dehors, à cause des réserves d'oxygène et des batteries. Mais cette photo est magnifique. Hein. C'est vraiment splendide. Quelle place de travail. Hein. À 600 km sur l'Australie. Pour ceux qui connaissent l'Australie, ça c'est Adélaïde, la péninsule d'Adélaïde, qui est un peu comme la botte de l'Italie, en fait, au sud de l'Australie. Alors tout a marché, en fait, je dirais contrairement à notre attente. C'était tellement innovant qu'on avait l'impression qu'on pourrait faire qu'une partie des objectifs, accomplir les objectifs, et tout a marché. Et vous pouvez voir le bonheur de ces 7 membres d'équipage avec Hubble qui est toujours et encore accroché à nous. Je devais encore le déployer puis le larguer dans l'espace. Mais on a pris cette jolie photo
cet équipage qui était vraiment, vraiment content. En plus, on n'a pas pu vérifier encore la correction d'optique parce que tant que le télescope était attaché à nous, on ne pouvait pas prendre des images d'objets célestes. Mais dans les semaines qui ont suivi, c'était début 1994, on a vu les premières images prises à Hubble qui avaient toute la netteté voulue. Donc pour nous, c'était une immense satisfaction. Un grand bonheur, 6 ans plus tard, d'être redésigné pour une nouvelle visite de Hubble. Cette fois-ci, on avait des problèmes au niveau des gyroscopes, de l'ordinateur principal avait un problème aussi. Cette fois-ci, j'étais prévu pour une sortie extravéhiculaire, entraînement dans la piscine, avec un modèle de très haute fidélité de Hubble. Très haute fidélité. Toutes les mains courantes, les instruments à l'intérieur, les câbles, les coupes-circuits, tout était exactement sur le télescope. Préparation dans un environnement de haute fidélité, c'est ça qui était essentiel. Alors voilà, on est parti de nouveau en décembre, c'était le 18 décembre, juste avant Noël. Et là, on est de nouveau sur l'Australie, le télescope installé dans la soute. Je suis là. Vous me direz, mais il faut le prouver, M. Nicolet. Je suis en train d'installer une nouvelle caméra de pointage, ce Fine Guidance Sensor No. 2, défectueux. J'avais mis l'ancienne sur le bord de fuselage. Tout ça avait été évidemment tout orchestré dans la piscine. Je savais exactement où le mettre. Mon collègue Mike Fall est en train de me rejoindre. Il fait l'ascension de la paroi nord de Hubble. Un peu plus tard, je suis là. Ça, c'est mon collègue Mike Fall. On a échangé l'ordinateur principal de Hubble. Vous voyez que j'ai un filet de sécurité. Si une fois vous allez dans l'espace, faites une sortie extravéhiculaire, n'oubliez pas d'attacher le filet de sécurité. Parce que, vous voyez, là, je me tiens sur le bord de la porte, mes pieds ne reposent sur rien. Et je me rappelle, à peu près à cette époque, pendant cette phase de la sortie, je me suis lâché. C'est pas grave de se lâcher. On vole en formation avec le télescope et la navette à 28 000 km/h. Ce qu'il ne faut jamais faire, c'est se pousser et lâcher. Dans ce cas-là, on part sur une autre orbite et c'est seulement les filets de sécurité qui peut vous permettre de revenir vers le vaisseau spatial. Sinon, vous êtes totalement inutile. Hein? Imaginez, parce que si vous partez comme ça là derrière, vous ne pouvez rien faire du tout. Donc il faut vraiment être bien focalisé et puis faire attention à ce qu'on fait. Et puis surtout attacher le filet de sécurité. Vous voyez ici un petit câble de 3 mm de diamètre en acier. Alors, je vous salue. Donc, EVA number 2, c'est la sortie extravéhiculaire numéro 2. On en a fait 3 en tout, et c'est la deuxième à laquelle j'ai participé. Vous voyez les outils motorisés. Pour travailler plus vite, on a des outils motorisés. Des lampes aussi. On était pendant 8 heures dehors, donc on a fait 5 fois le tour de la Terre. Donc c'était jour-nuit, jour-nuit, jour-nuit. Et puis, je me rappelle, on avait toujours un avertissement 1 minute before sunset. Parce que c'est jour, 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 puis tout à coup, en 20 secondes, c'est la nuit. Alors, quand on avait cet avertissement, on allumait les projecteurs qu'on avait de part et d'autre de la visière du casque, de façon que quand le soleil se couche, c'est que ça devient très rapidement sombre. On n'est pas tout à coup un trou noir devant nous, mais c'était illuminé par ces projecteurs. Encore une fois, tout ça, ça avait été entraîné. La meilleure manière de réduire le stress pour n'importe quelle action qui est difficile, où il y a un risque, c'est d'être bien entraîné. C'est le grand secret. You reduce the stress by training. C'était absolument clair. Et c'est la même chose pour tout le monde, c'est la même chose pour vous aussi. Et vous le savez. Je le répète. On a largué Hubble le jour de Noël, le 25 décembre 1999. Et je peux vous dire que c'était toujours un moment assez émouvant. Parce que Hubble était devenu un ami. Et c'était comme laisser quelqu'un partir avec le train, puis on reste sur le quai de gare, en fait. C'est un peu comme ça. Hein. En même temps, on l'avait réparé, donc on avait pris soin de cet ami, comme vous prenez soin de tellement de personnes ici, vous réparez des corps, vous sauvez des vies. Ben, nous, on avait réparé Hubble, mais c'était un ami, on était un peu triste de le voir partir. Quelques images prises par Hubble pour illustrer l'extraordinaire performance de l'instrument. Disons, il nous a ouvert les yeux sur les réalités, les phénomènes physiques dans l'univers, et ce n'est pas seulement l'intérêt scientifique de ces images, mais la beauté esthétique aussi. Vous avez des nuages de matière interstellaire dans... Du point de timing, on est un peu tard, mais je termine bientôt. Dans notre galaxie, relativement près de nous, c'est quelques milliers d'années de lumière, et c'est à partir de ces nuages de matière interstellaire que se forment les étoiles, par condensation de matière interstellaire. Donc c'est une pépinière à étoiles ici. Typiquement, ça met des dizaines de millions ou des milliards d'années pour les étoiles de se former à partir de matière interstellaire, mais c'est comme ça qu'elles se forment. C'est comme ça qu'il y a 4,3 milliards d'années, le Soleil s'est formé avec le cortège de planètes, y compris la Terre. Ça, c'est un autre très beau nuage de matière interstellaire qui s'appelle The Horsehead Nebula, la nébuleuse de la tête de cheval. Magnifique, hein?
pépinière à étoiles. Et on n'a jamais eu des images aussi détaillées, donc on a beaucoup mieux compris maintenant le processus de formation des étoiles. En fait, bon, sur l'original, on voit quelques éléments de ce nuage qui sont déjà détachés et qui, par gravitation, self-gravitation, vont devenir des étoiles dans quelques dizaines de millions, centaines de millions d'années. Des images de galaxies magnifiques aussi. Notre galaxie, si on pouvait s'en éloigner perpendiculairement au plan des bras spiraux de la galaxie, ressemblerait à celle-ci. Et le Soleil est une de à peu près 200 milliards d'étoiles de notre galaxie et plutôt à la périphérie, dans un des bras spiraux. Et ça, c'est une étude intéressante de déformation des bras spiraux de galaxies avec la proximité de certaines galaxies. Des images extraordinaires par leur contenu scientifique, mais d'une très grande beauté aussi. Et ça, c'est une image qui me bouleverse vraiment. Un de ces champs très profonds de Hubble, le télescope est utilisé parfois, pointé dans la même région du ciel, observant une toute petite fenêtre, typiquement quelques minutes d'arc sur quelques minutes d'arc. Pour référence, le diamètre de la Lune, c'est 30 minutes d'arc. Mais ces fenêtres sont beaucoup plus petites que ça. Et puis, on peut exposer pendant des heures ou pendant des jours. Le télescope reste pointé avec une précision de 7 millièmes de seconde d'arc, maintenue pendant des jours. Et puis, il accumule les photons. Et après, on voit des images comme ceci qui sont bouleversantes. Vous avez des centaines et des centaines de galaxies dans cette toute petite fenêtre. Les seuls objets qui sont relativement proches de nous, qui sont des étoiles, c'est des objets accompagnés de croix. C'est par un effet de ce qu'on appelle la diffraction optique qui fait que les objets ponctuels, les étoiles sont essentiellement ponctuelles, vues de si loin. La diffraction fait que les objets ponctuels, respectivement les étoiles, sont accompagnés de croix. Mais tous les objets qui ne sont pas accompagnés de croix sont des galaxies. Celle-ci est relativement proche, une galaxie spirale. Celle-ci est assez proche aussi, une galaxie double. Il y a des galaxies elliptiques. Il y a une galaxie spirale un peu déformée. Et tous les autres objets, c'est des galaxies. Et la galaxie, c'est 100 milliards d'étoiles. Et beaucoup de ces étoiles sont accompagnées de cortèges planétaires, on le sait. Juste pour vous donner une idée de ce que c'est que l'univers. Et révélé par Hubble, ce qui est vraiment un résultat absolument fantastique. Ça valait la peine de tout cet effort, le coût, le danger, le risque, les aventures pour aller réparer Hubble. Vous voyez que ça valait la peine. Pour moi, une image comme celle-ci justifie tout ce programme. Voilà, juste quelques réflexions à la fin avec une photo de Neil Armstrong, qui est un astronaute qui a perdu la vie en 2012. Il n'est plus avec nous, mais j'ai beaucoup d'admiration pour Neil Armstrong. Fixer les leçons, fixer des objectifs clairs et des priorités bien établies, travailler en équipe à tous les niveaux, maintenir une discipline opérationnelle très stricte. Et ça, c'est quelque chose que j'ai le privilège d'apprendre déjà par mon exercice de pilote militaire. Être rigoureux, systématique, discipliné. Et ça va pour toutes les activités humaines, y compris ici, et je suis certain que vous l'êtes, mais c'est une nécessité absolue pour la recherche spatiale. Toujours être prêt à faire face à des pannes, à des problèmes. On s'entraînait beaucoup pour résoudre des problèmes, on savait qu'on en aurait, on était préparé à résoudre des problèmes. Et parfois, quand il n'y avait aucun problème pendant des heures ou des jours, on se disait, mais quelque chose va arriver. Dans le simulateur, il n'y avait jamais 5 minutes sans un problème injecté par les instructeurs pour nous entraîner. Quand on avait un, on était presque content, on se disait, waouh, maintenant on va pouvoir mettre en activité tout ce qu'on a appris pendant l'entraînement. Entraînement, je l'ai répété souvent. Voilà, exploration de l'espace, oui, il faut aussi prendre soin de la planète Terre, parce que la plupart d'entre nous vont rester ici, y compris moi-même, et puis presque tous ceux qui sont ici, sauf ceux qui feront des sorties extravéhiculaires, mais il ne faut pas oublier d'attacher le filet de sécurité. Allez, merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. On a vu plusieurs moments de maintenance au niveau de Hubble. Puis en l'occurrence, vous disiez que c'était par rapport à la navette spatiale. La navette spatiale qui ne vole plus. Maintenant, si on devait faire des maintenances, on devait faire des... On ne peut plus. Non. Le télescope fonctionne toujours encore. La dernière visite était en 2009, donc 2 ans avant le retrait du service de vol de la navette. Et ils ont tout fait pour maximiser la durée de vie du télescope. Un des éléments qui est relativement fragile, c'est les batteries. Parce que, donc, on fait 16 fois le tour de la Terre par jour terrestre. Donc, c'est jour-nuit, jour-nuit. Et pendant le jour,
On utilise les panneaux solaires pour alimenter les systèmes de bord. On peut faire des mesures pendant la journée, ça c'est pas un problème parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas le ciel bleu comme ici. Et puis on charge les batteries et pendant la nuit, on décharge les batteries pour continuer d'utiliser les télescopes. La nuit, le jour suivant, on charge de nouveau les batteries, on décharge. Donc 16 fois par jour, vous avez ce cycle de charge et décharge des batteries. Après quelques années, les batteries disent maintenant ça suffit. Elles ont une durée de vie de l'ordre de grandeur de 10 ans et c'est déjà très long en fait. C'était visité en 2009, maintenant on est en 2019, donc les batteries vont bientôt lâcher. Et puis il y a des gyroscopes qui sont extraordinairement fins et précis, qui ont tendance à mal fonctionner après quelques années aussi. Bon, au début, on avait beaucoup plus de problèmes avec les gyroscopes, ils les ont améliorés. Maintenant, ils fonctionnent. Sur les 6 gyroscopes, il y en a 4 qui fonctionnent encore. Donc, on a une petite réserve. Il faut que 2 fonctionnent au moins. Mais dans 5 ou 10 ans, Hubble aura cessé de fonctionner et c'est plus possible de le visiter à nouveau parce qu'on n'a plus la navette. Oui. Merci pour ces minutes de rêve, mais comment est-ce que vous faites pour revenir sur Terre? Oui, j'en ai pas parlé du retour. Alors, il faudrait un tableau noir en fait. Mais vous savez, la Terre, on est en orbite circulaire plus ou moins autour de la Terre. C'était à 600 km pour Hubble. On veut se poser ici. Alors à l'opposé de l'endroit où on veut se poser, c'était sur l'océan Indien pour nous. On fait une petite manœuvre de freinage et on transforme notre orbite circulaire en une orbite elliptique avec le périgée et le point le plus proche de la Terre qui est à l'opposé du point où on fait la manœuvre de freinage, c'est-à-dire le périgée dans la région où on va se poser. Donc imaginez, on se met sur une orbite elliptique qui est calculée de façon à intercepter l'atmosphère. Typiquement, on choisissait un périgée à 20 nautical miles, disons 40 km dans l'atmosphère, ce qui signifiait qu'à un moment donné, sur cet arc orbital, on allait intercepter l'atmosphère. Puis on prenait un angle d'attaque de 40 degrés dans cet arc orbital pour redescendre, de façon à freiner dans les hautes couches de l'atmosphère. On exposait une grande surface pour freiner. Et puis les G négatifs, c'est-à-dire la décélération augmentait jusqu'à 1 G,5. Quand on atteignait 1 G,5, on réduisait l'angle d'attaque de façon à jamais dépasser 1 G,5 de décélération. Puis ça se transformait en vol plané pour se poser sur la piste. Ça, c'est le profil de la rentrée. Mais ce qu'il faut, c'est deorbit maneuver, comme on l'appelait, la manœuvre de désorbitation, c'est une manœuvre de freinage qu'on fait à l'opposé de l'endroit où on veut se poser. On se met sur l'orbite. Vous n'utilisiez pas les moteurs pour ça? Oui, on utilisait des moteurs fusées pour ça, pour le freinage. Et également pour la partie initiale de la rentrée dans l'atmosphère. Tant qu'on n'était pas dans l'atmosphère, on ne peut pas utiliser le d'aérosurface comme un avion, par définition. Il y avait 38 de ces moteurs fusées, il y en avait 14 et 12 et 12, 14 devant et 12 dans les pods arrière, gauche et droite. Et ces moteurs étaient utilisés pour la phase initiale de la rentrée de façon à maintenir ces 40 degrés néo. Et puis ensuite, il y avait une transition automatique aux aérosurfaces sitôt qu'on était assez bas dans l'atmosphère. C'est pour dire que techniquement, c'est une machine assez fine quand même, une magnifique réalisation. Et on se posait comme un planeur. Il n'y avait plus de moyens de propulsion au moment où on se posait. C'est que là, les moteurs à hydrogène, ils étaient utilisés pour la montée, ils étaient éteints pour le reste de la mission. Et puis, il y avait d'autres moteurs auxiliaires derrière, mais qui ne fonctionnaient que dans le vide. Ils ne pouvaient pas fonctionner dans l'atmosphère. Donc, on rentrait comme un planeur. À la fin, c'était un planeur où, pour ceux qui ont fait du vol à voile, je ne sais pas si certains le voient, il faut qu'on ait toujours suffisamment d'énergie. On ne doit jamais être avec une trop basse énergie. Si on a trop d'énergie, on peut s'arranger. On faisait des S-turns, par exemple. On sortait l'aérofrein qui était le rudder, qui faisait un split de rudder. Et ça permettait d'augmenter la traînée. Mais on ne veut jamais être avec trop peu d'énergie. Ça, on se pose dans la mer, ou bien dans les marécages en Floride. Oui. Si on est dans l'espace et puis qu'on a un pistolet, si on tire, est-ce que c'est la balle du pistolet qui va aller en avant ou est-ce que c'est nous qui allons aller en arrière? Oui, c'est toujours action et réaction en fait. Si on a un pistolet, ce qu'on n'avait pas bien sûr, mais si on en avait un, on tire, il y a le recul en fait, il y a la balle qui part avec une grande vitesse et puis nous on va dans le sens contraire, c'est le recul. Et puis c'est la même chose avec un gaz, typiquement ces moteurs pour le contrôle de l'attitude ou bien le moteur pour le freinage, pour la désorbitation. Il n'y a pas on est dans le vide, mais il suffit d'éjecter quelque chose dans une certaine direction avec une certaine vitesse et puis ce qu'il a éjecté va dans l'autre direction avec la vitesse opposée. Et puis il y a le rapport des masses qui fait que si la balle de pistolet part très
vite, une toute petite masse. Le pistolet lui-même, puis la personne qui tient le pistolet va aller dans l'autre direction, mais avec une toute petite vitesse, parce que la masse est beaucoup plus grande. Mais c'est ce qu'on appelle l'action et la réaction. C'est les lois de la physique. Oui. Oui. Quelle sensation vous aviez dans l'espace? Il faisait chaud, il faisait froid? Comme vous alterniez jour-nuit? Oui, c'est une bonne question. En fait, l'espace lui-même n'a pas de température. Parce qu'on peut seulement parler de température avec la matière. Cette table a une certaine température. Là, il y a de l'air, qui est de l'azote et de l'oxygène, certaines températures parce que c'est la matière. Si on prend un thermomètre pendant une sortie extravéhiculaire et qu'on le met dans l'espace, on va mesurer la température du thermomètre et pas de l'espace. L'espace n'a pas de température. Et en fait, les objets ont toujours une température qui dépend de l'échange de rayonnement. Typiquement, si on a, et puis des caractéristiques de la surface, si c'est une surface noire, ça va absorber le rayonnement. Si c'est une surface métallisée ou blanche, ça va moins l'absorber. Les combinaisons extravéhiculaires sont blanches pour réfléchir la lumière du soleil. Donc les objets prennent des températures qui varient en fonction de cet échange de rayonnement. Donc il y a des variations de température jour-nuit, c'est clair, parce qu'on a le jour, le soleil. Bon, il y a des parties qui sont à l'ombre, mais les parties exposées au soleil deviennent très chaudes. Sauf si elles réfléchissent bien à la lumière du soleil. Mais typiquement, la combinaison pour les sorties extravéhiculaires, la température extérieure montait de l'ordre de grandeur de 100 degrés dehors, 100 à 150, et pendant la nuit, c'était moins que zéro. Mais à l'intérieur, la tendance était à l'intérieur d'avoir trop chaud, parce qu'il y a la chaleur métabolique qui était éliminée par circulation d'eau dans des petits tubes en plastique dans un sous-vêtement qu'on portait, puis ça passait par un sublimateur qu'on avait dans le sac de montagne pour refroidir, puis on avait une possibilité de faire un bypass, donc on devait refroidir le corps. Mais pendant la nuit, je me rappelle qu'à la fin de la nuit, la demi-heure de nuit, j'avais froid aux pieds, un peu comme sur les pistes de ski finalement, mais ça, la température montait pendant la journée, ça allait bien. Donc voilà, grande variation de température jour-nuit, et la température, on peut seulement mesurer la température de la matière. Le scaphandre, c'est la matière, et les variations étaient assez grandes, mais à l'intérieur, c'était bien régulé. Oui. Au niveau des besoins physiologiques alimentaires, est-ce que vous avez les mêmes besoins que sur Terre? Oui, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais je vais en parler brièvement. On prenait de la nourriture sous forme déshydratée dans la navette. On peut choisir, créer son propre menu pour la mission lors de 2 mois avant la mission. On était invité à un repas à Johnson Space Center Houston où ils nous offraient tout ce qui était disponible. On prenait un tout petit peu de chacun des aliments, puis on avait une feuille de papier, on donnait une note de 0 à 10 en fonction de 0, ça signifie qu'on ne va plus jamais le reprendre, 10, on pourrait ne manger que ça par exemple. Et sur la base de ça, ils nous préparaient des sachets de nourriture déshydratée. Puis chaque membre d'équipage avait un tiroir avec la nourriture pour les typiquement 10 à 12 jours de la mission. Et c'était des repas, des menus qui étaient assez bons. Je me rappelle, il y avait du brocoli au gratin qui était très bon. Bon, gratin déshydraté, c'est pas tout à fait comme un gratin. Il y avait du bœuf bourguignon, il y avait spaghetti with meatballs. Pour le petit déjeuner, je me rappelle, il y avait du oatmeal with brown sugar que j'aimais beaucoup. Donc voilà, nourriture essentiellement déshydratée. Je dis essentiellement parce qu'on avait également des yaourts qui n'étaient pas déshydratés, mais c'était dans des petites capsules, puis c'était suffisamment traité pour que ça ne se gâte pas. À température ambiante, le problème, on n'avait pas de réfrigérateur, donc tout était à température ambiante. Voilà, on se nourrissait comme ça, mais on ne s'arrêtait pas de travailler pendant 1 heure pour manger tous avec la bouteille de vin, disons. C'était plutôt, il n'y avait pas d'alcool du tout, c'était un peu à l'arraché la nourriture, on le prenait. Les missions navettes étaient extrêmement denses, en fait, c'était du travail pendant les 10 jours. On avait toujours un objectif, je l'ai mentionné, absolument clair à atteindre. On était obsédé à l'idée de réussir la mission, et puis on sacrifiait volontiers du temps de nourriture pour faire le travail. Oui. Comment redescend-on sur Terre psychiquement de cette aventure scientifique mais humaine? Est-ce que vous êtes accompagné psychologiquement par rapport à... Non, pas besoin. Du tout après. En fait, pendant toute la phase d'entraînement, on avait toujours un psychologue à disposition. On n'a jamais eu affaire. C'est un chômeur, en fait. Non, mais je crois l'avoir décrit un peu, l'ambiance de travail, en fait. C'était en même temps, c'était du travail très professionnel, mais avec un bonheur pas possible. Et puis, c'était comme ça aussi. Mais le après? Après, non. Après, on avait des débriefings, et puis on racontait des anecdotes et tout, on regardait nos photos et tout. C'était toujours, non, pas besoin. Un psychologue n'en avait pas besoin. Non, mais c'est cool, mais c'était comme ça. L'ambiance de travail, c'était aussi une ambiance extrêmement
valorisante sur le plan des relations humaines. C'était le respect à tout prix, la confiance. Confiance et respect étaient mis très très haut. Et ça marchait bien. Hein. Et en fait, après avoir quitté mon job là-bas, en fait, je reviens dans le monde plus réel, si on peut dire, puis on réalise que dans la réalité, c'est pas comme ça, finalement. Hein. Il y a des tiraillements, les gens veulent... mais j'ai vécu dans un monde qui était extraordinaire du point de vue de la qualité des relations humaines. Et ça, c'était enrichissant. On réalise que ça peut se faire, en fait. Hein. Et puis, en fait, toutes ces nations qui travaillent ensemble dans la station aussi, c'est magnifique. Hein. Dernière question. Y avait-il toujours un médecin à bord en cas de... Ah, c'est une bonne question. Je vais m'attendre à cette question puisque nous en avons plus. Non, en fait, il y avait toujours un crew medical officer on board qui avait un entraînement assez... bon, qui n'était pas extrêmement détaillé de médecin pour des soins, dans une certaine enveloppe de soins, je dirais. Dans la mission Hubble, on avait Story Musgrave, présenté comme l'astronaute le plus expérimenté à la NASA. Lui, il avait tous les diplômes. Il était physicien, il était médecin, medical doctor. Il avait 17 000 heures de vol. Son T-38 était un pilote très qualifié aussi. Et lui, évidemment, pendant la mission Hubble, c'était lui, le crew medical officer on board. Et puis un petit medical kit, on pouvait faire différentes choses, jusqu'à la trachéotomie, disons. Ça, c'était le plus extrême. On n'a jamais eu à le faire, Dieu merci. Mais des piqûres dans les dents, pour si on a des douleurs dans les gencives, ça, on a appris à le faire. Moi, j'ai été une fois crew medical officer on board. Et en fait, tout ce que j'ai fait pendant la mission, c'est distribuer des pilules laxatives. mais disons, j'étais préparé à faire un peu plus que ça, quand même. Mais donc voilà, c'est une bonne question. Il y avait toujours un crew medical officer on board. Si un des membres d'équipage était medical doctor, c'est clair que c'était le crew medical officer. Sinon, on en formait un rapidement, comme je l'ai été une fois. Mais au cas où, si on avait un problème grave au niveau cardiovasculaire, avec nécessité d'une intervention assez rapidement, on serait descendu sur un aéroport de dégagement. Il y avait à peu près 20 pistes sur Terre où on pouvait se poser. On peut se poser en Europe, on avait Istres au sud de la France et Cologne-Bonn. Il n'y avait pas d'endroit en Suisse où on aurait pu se poser, Genève ou Zurich. Mais il y avait une vingtaine en tout sur la planète Terre. Ça n'est jamais arrivé, Dieu merci, mais disons en cas de... Il y aurait eu priorité pour la vie de l'astronaute et on serait redescendu assez rapidement pour sauver la vie d'un astronaute. Ça veut dire quoi, rapidement? Pardon? Veut dire quoi? Il faut quand même préparer, j'imagine. Rapidement descend pour un cas de... Ah oui, donc, quand je dis rapidement, ça signifie de l'ordre de 3 à 4 heures. Ah, c'est Oui. Parce qu'on regarde l'orbite, la navette ne se posait pas seulement dans le plan de l'orbite. On peut imaginer l'intersection du plan de l'orbite avec la Terre, mais avec les ailes, on pouvait aller à droite ou à gauche pendant la descente. Ça signifie qu'on couvrait quand même pas mal de pistes d'atterrissage le long de l'orbite. Et puis, s'il y avait eu un pareil cas, on aurait fait des préparatifs pour la descente et en 3 à 4 heures, on aurait pu être au sol. Bon, s'il y avait une nécessité d'intervention dans l'heure qui suivait, on aurait fait ce qu'on aurait pu à bord, avec des médecins au sol. Il y avait toujours des médecins dans la salle de contrôle avec qui on pouvait communiquer. Ils nous auraient donné des instructions pour faire au mieux, pour sauver la personne. Dans certains cas, ça aurait pu ne pas marcher. Le système cardiovasculaire, c'est vraiment le système qui doit marcher si on fait ce métier. Si on a des problèmes auditifs, comme j'ai maintenant un peu, comme des problèmes, la vision, ça doit être bon aussi, mais le système cardiovasculaire, ça doit marcher. Et toutes les anomalies cardiovasculaires, c'est un no-go pour aller dans l'espace. Voilà, mes chers, on arrive au terme de cette conférence, de ce midi scientifique. Merci beaucoup. Il n'y avait pas que de la science.